spécial parce qu'on va faire en franglais. So we're going to speak in Franglish, half in French, half in English. Alors on va être très galant, même si ce n'est pas des filles. Comme on a des invités qui viennent de Tchéquie nous parler de Social Baker, on va juste leur laisser démarrer en anglais. Je vous remercie d'ailleurs tous pour votre patience et d'être encore là, parce que c'est le dernier panel. Et puis après, on va avoir 2 super sessions, donc vraiment restez jusqu'au bout. On va avoir le Stade de France qui va nous donner les vrais chiffres. On va nous donner les chiffres. Hein. En tout cas, qui va nous parler de moyens simples de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux sur des événements. Et puis, on va avoir 55, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, qui est un petit peu la boîte révolutionnaire en termes de dashboard et d'analytics et qui va bien plus loin que le web et le social et qui a une vraie vision business. Donc, si vous voulez savoir comment gagner de l'argent, ou en tout cas savoir comment mesurer vos choses, je vous invite à rester encore avec nous pour ces dernières 35 minutes. So, thanks to... Social Baker, so I don't know if everyone knows Social Baker, but probably if you're interested in Facebook. So they made the trip up to Paris, and Jan, Jerry, you're going to explain us how we can measure things on Facebook. We will. How old are you, can I ask you? So no. We get 2 for the price of 1. Does this work? So just before you start, how old are you? It seems some people were curious. We prefer not to disclose. He can disclose. I won't. Well, you can maybe later, you know, in a more private environment. How do I go back with this? Green and back, red to go back. My God, I went so much forward. Okay. One more. There we Okay, go. it just takes a little while, right? Yeah, there is someone that saw when you click and. Oh, I'm just sending signals, right? Yeah. Oh, signals. It's don't wait for my ping. Don't let's back. It's very slow. Like the train this morning. I got into Paris at 7:50 in the morning. I got in here at 11:15. It took 3.5 hours because they put us in the train, had us sit there for an hour, and then said, "Train's not working." Welcome to France. And didn't get eaten by pigeons in the park. So good, glad we're here. So I'm Jan Rezap. I'm the CEO of Social Bakers. And I'm Yuri Vilves. I'm head of product. And we're here to tell a little bit about analytics. By the way, that number is not moving. But if we have 35 unlimited minutes for the presentation, no, you don't. Yeah, that would be 15 great. max. That would be great. Okay, so who here knows Social Bakers? Wow, yeah, a few fans. Quite a few. Quite a few. Big fans? Hands up? Not that many now, man. Not that many. Okay, I'll hope to convince you to be bigger fans after the presentation. So we're a company of 150 people, originally from Prague, now pretty much global. If you haven't been using our site, for those hands down, www.socialbakers.com, the place to be for social stats. Write it down, go there every day ideally, make me happy, make Yuri happy. And we have quite a few clients. We have 1,000 customers and over 60 in France so far. Hopefully more soon after this presentation, maybe, right after. Have credit card, business cards, you've got credit cards. We, as a company, we focus on social media analytics. We show companies how they're doing, how their Facebook pages are performing, how their Twitter profiles are performing, and then rank it. Now, if it wouldn't have been for those that had their hands up, the community that we have in different countries around the world, we wouldn't have had the local rankings that you see, you know, top brands, top media companies in a particular market. So for us, it's really important to build a local presence, not only having an office in Paris that we just opened a couple months ago with Vince and Kamara here, but also at the same time having the local data, having the local benchmarks created so that you understand and that we understand the market so we can deliver the data to you. We have a saying in our company, there's big buzz around social media ROI, you know, what does social media really bring to the table? You know, you kind of go to your boss, you say, hey, you've just reached 1 million fans on Facebook. And the CEO of the company goes, so what? Where's the money? And
many familiar cases here probably, but we always like to say that, well, you know, if you acquire those fans in social media, if you have 1 million fans or 500,000 fans, it's really about engaging with them. But you won't engage with enough of them if you won't get return on investment from them if you don't actually engage with them, if you don't send them stuff. So those shares, those likes, those comments will actually create that engagement that you need in order to have what we call return on engagement. And without engagement, there's no reach. So we also figured, and our stats show kind of, you know, this is a post that you see behind me, 1 days from each other. But one reaches 40% of our fan base, one reaches 7% of our fan base. Both pictures with links, very similar text, but the content, the creative is very, very different, and we're addressing the audience with something that they want. So that's why we say that when you want social media ROI, whatever that is, you know, click on your website, a conversion for an e-commerce site, buying a plane ticket, you know, getting into a conversation with you. Before that, there's always getting some reach, and you only get higher reach with getting bigger engagement in social. So we at Social Bakers, we monitor millions of Facebook pages, and what we found out is that 70% of all content being shared are photos. And that actually really nicely correlates with the current Facebook newsfeed, because the newsfeed is really photo-driven. So, you know, even if you look at the engagement rates from the different post types, you see that photos are doing really great. And what we always tell our customers, that it's about the combination. You know, it's about mixing the content that you're posting out and also about the message. And if you're creating the content, then, you know, it's really, really important to know what your fans like. So we've done a small study regarding the French market, where we basically compared what people are interested in France, and then we compared it to the global averages. So there are two things that stand out here in the French markets. The one is iPhone, and the second one is luxury goods. You know, as you can see, they are really, really above the global average. So when you're creating a content, you know, you have the post types that you want to send out, always want to know what fans are looking for and what they want to hear from you. And we also done a small study of what were the most engaging posts in the last week. So the first one is, well, you can see which one it is. And the second one is the Jack Daniels post, you know, really engaging, you know, photos, very content driven. I bet all of the fans of the first one were definitely women. All the viral engagement, probably also women. So when you look at content and you look at pages and you look at return on engagement, you're like, how do I engage my fans? A lot, you know, always. There's been a recent talk over the last few weeks that we're monitoring this, that Facebook decreased the reach of pages. Horrible. Facebook did it to us. Poor us. We're not reaching our fans on our Facebook pages. And we monitored the data closely, and we didn't, so far we did not publish an article about it. We're writing it on Monday. But what we actually found is Facebook did optimize their algorithms, true, for relevance. But if we look at the engagement, they've actually haven't changed much how engagement is being displayed. Yes, on a per post basis, engagement went down 50 to 60%. But at the same time, companies started posting 2 times more on average. So yes, if companies post 2 times more, then logically, well, you know, the engagement is going to decrease, because people don't only have pages, they actually want to interact with friends more than they want with brands. You know, for some of us it might be a surprise, but it's the case. And so when we looked at the sum of engagement from all of the pages that we had, it actually didn't change much. For some brands, it's actually increased. They're reaching more fans now. So, and the battle of the engagement in social newsfeed is, an average European actually likes 53 pages on Facebook. He has 130 friends and likes 53 Facebook pages.
That's a lot of competitors that every one of you have. Now imagine that brand posts 1 or 2 times a day, and how many pages do you have in your news feeds now? 2, 3, if you open them up, 4, 5 maybe? But definitely to get in that placement, that's what you're trying to achieve. That's why the return on engagement notion is absolutely critical. You have to create engaging content, great photo content. Of course, not only create, okay, I'll create cute content, so I'll just send out cute content. I'll send a bunch of cats, a bunch of dogs here and there. And if it's an event, I'll send, if it's the Olympics, I'll send a bunch of dogs with Olympic medals on them. That'll be really good. Now, if you're a pet food company or pet insurance company, definitely do that. But if you are a telecom operator or a bank, don't get to the resort of only viral content. There's always a mix of the content that you have to create. I beeped. Somebody fell asleep over there? Good. So then it all comes down to the science of posting. When you know what you want to send out, you know the message, you know the type, then it's really important to know also the times that work for you the best. This is, for example, an example of similar posts that have been posted, and both of them have totally different reach. And so when you're posting the content, you make sure you know when to post, because if you post a couple hours later or before, this can have a dramatic impact on your reach. And just to summarize the metrics, social is not easy to measure. It's not about one number, but it's about all of them. It's about knowing who your fans are, knowing about the fan growth, knowing about the content that you're posting out, the engagement, and then being able to truly measure the social customer care also out of your Facebook pages. And as Yuri said, looking at one metric, just fans, definitely not enough. All of them is what's really critical. We at Social Bakers, we not only look at all of the metrics for you, we offer companies an analytics platform, and companies use it. And actually, when we built it, we aimed it at companies using it once or twice a week and really looking at their stats, really helping them as a tool. But what we found was kind of surprising. Some companies even used it 2 to 3 times a day, and we have clients that are actually using 20 times a day. So originally, it wasn't designed for that. Of course, software as a service, the business that we're in, we have to constantly load updates to our clients, or they will not be happy with us. So in social, we really encourage our customers to not only monitor themselves to some of their peers. Maybe you're the best in the category, and often that's the case. And if that's the case, don't look at the best in your category. Look at the best in the category of other people that are reaching similar fans as you. And there's always somebody that's engaging them better. There's no pure number one in social marketing, so there's always somebody to get inspired by. And there's always a country, a brand in a certain country that's doing it better. I recently talked to some telecom operators around how to really do social customer care. We're the #1 in Europe. How should we do it? And I told them, is it enough that you're #1 in Europe? Why don't you look at South America? These guys reply on average post in 10, 20 minutes. All day long, all night long. And that's amazing. They respond thousands and thousands of posts. Actually, because they do that, that raises their engagement of their profile as well. So it's social is something that you have to focus on to do it well. You have to really work on that content to drive it. So just to sum up before we get into the panel discussion, engagement before ROI, because engagement creates that ROI. That's a very important point. Create content that stands out, because if it doesn't stand out, well, you won't stand out. You won't get in the newsfeed if it doesn't stand out. Because maybe it's going to be displayed to a couple people first, but if people don't engage with it, you're going to get stuck at that 5–10% barrier of your fan base, and you're not going to reach more. Of course, monitor several metrics, not just one metric. The fan count number, I know it's really nice to look at it every day, but look at more than just that, please. I think we're beyond that point. And of course, see what works for others. If it works for somebody else, probably work for you as well. So definitely get inspired, try and fail in social. This is a try and fail new media, so you have to send out new content. Well,
That one didn't work, send something else. Well, that one did work. So next time, optimize that plan accordingly. And of course, we like to invite you to a live stream or come see us. We're doing our nice little event in New York City in 10 days. It's our first. It's a really difficult thing to organize. Thank you, guys. I mean, really beautiful event, by the way. It's our first, and we are not an event organizer. So it was really difficult for us to pull that together, but especially we're focused on the content of the event, so hope it's nice. So, Thank you. Jan, just a last question, and before we move on. What is the most successful Facebook page in the world? I thought you'd ask, how old are you again? But the most successful Facebook page, well, the biggest is Coca-Cola for the brand side. But we all know that's the least successful Facebook page because they took a global-only approach with, local marketers knocking on Atlanta's door saying, I want to do my local page. You can only post locally. Forget it. So there is not, I would say, one most successful. I could name you one most successful in an industry, maybe, in fashion or something like that, but it's hard to name a particular one. So thanks a lot to make the trip up to Paris. And yeah, for those who were not able to go to New York, at least you should have a live streaming from Yes. your conference, right? Yes, correct. Thanks again. Thank you. Thank you. So we're going to switch back to French. So sorry, I'll try to. Now with Frédéric Souplet, Frédéric Souplet du Stade de France, qui va nous donner en 10 minutes une petite leçon, parce que finalement, on peut faire des choses avec des choses très simples, des choses qui marchent vraiment et qui sont mesurables et qui rapportent de l'argent avec les médias sociaux. Ça vous intéresse, hein? Alors on va lancer un petit film qui va vous raconter l'histoire et puis après je vais revenir dessus. Sur une sélection d'événements, le Stade de France invite 10 personnes passionnées à venir s'affronter au cours d'un live tweet ici, dans les tribunes. Pour peut-être faire partie des heureux élus, rejoignez dès maintenant la communauté #Stade de France. Retour dans la loge #Stade de France avec Tété. Merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Remplir un Stade de France, pour nous, c'est une finale, c'est quelque chose d'important. Il y a une ambiance magnifique, c'est très sympathique. Soyons modestes, je ne suis pas spécialiste à ce point-là. On peut être marseillais, objectif. Alors, et vous n'êtes pas en short là, vous n'êtes pas Non. J'étais endormi dans un coin, donc merci de nous avoir réveillés. Il y a une très belle ambiance. Non, on ne se ressemble pas, maman. Voilà. On s'est donné à vous. Jusqu'au bout. Je crois que je tremble de partout là. Merci beaucoup le Stade de France, merci beaucoup. Une belle amitié qui naît aujourd'hui. Bon, à 37 €, ça va pas faire plaisir aux agences, hein. On est avec ça. Alors, en fait, tout est né d'une problématique assez simple. On est un stade très connu, mais on n'a pas de club résident. On n'a pas de club résident de rugby, on n'a pas de club résident de football, puisque le PSG préfère jouer au Parc des Princes. Du coup, on n'a pas de communauté de supporters. Et l'idée, c'était comment exister sur les réseaux sociaux sans communauté de supporters, sans communauté naturelle de gens qui ont envie d'interagir avec nous forcément. Alors, on n'a pas de club résident. En revanche, on a des très beaux événements. On a les matchs de l'équipe de France de football, et il reste quelques places pour France-Japon ce soir. On a les matchs de l'équipe de France de rugby
et certains matchs de Racing et du Stade français. Il reste aussi quelques places pour Racing Münster demain après-midi. Et on a parmi les plus grands concerts qui se déroulent en France. Donc on a eu avec l'agence Human Insight, qui est pour beaucoup dans la réussite du projet. Ludovic Delaherche, pour ceux... Ludovic Delaherche, qui est par là dans la salle. On a eu avec l'agence l'idée de faire des live tweets d'événements. En soi, idée toute simple, on n'a pas inventé le live tweet d'événements, ça existait avant nous, ça existe beaucoup pour les programmes télé. Mais on a eu cette idée simple. Bon, vous live tweetez des événements de chez vous, venez les live tweeter au stade sur des événements. Ce faisant, en construisant l'opération, on s'est aperçu que ça n'existait pas et que du coup, on était le premier stade au monde à mettre en place des live tweets d'événements. Vous avez la première loge live tweet. La première loge live tweet au monde. En fait, le principe est simple. Un mois avant l'événement, on poste sur Twitter, sur Facebook, sur des blogs de rugby ou de football, sur des soirées de live tweet de programmes télé, une annonce pour annoncer l'opération. On sélectionne les gens sur leur implication, sur leur nombre de followers, sur leur état d'esprit. Une semaine avant l'opération, on en sélectionne 5 de chaque équipe. Alors, c'est très simple pour le rugby. Quand on a Stade français Toulouse, on prend 5 tweetos toulousains très motivés, 5 tweetos qui soutiennent le Stade français très motivé. Ça marche aussi, évidemment, pour le football. Ça marche aussi sur les concerts. C'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, pour Metallica, on a fait les partisans du Black Album et les partisans post-Black Album. Donc, sur chaque événement, en fait... C'est un tweet fight, c'est ça? Une tweet battle? C'est une tweet battle. Alors, une tweet battle qui présente une caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement conviviale et extrêmement sympathique. Donc, à une semaine, on décide les 5 tweetos de chaque équipe, on les réunit, ils font connaissance, ils commencent à créer du lien. Le jour même, à H-4 ou H-5, on les fait venir au stade. Ils font une visite extrêmement premium puisqu'ils vont dans les vestiaires, ils vont sur la pelouse. Quand c'est un concert, ils vont en backstage, ils vont sur la scène. Donc ils commencent à vivre l'événement. Et après, ils tweetent en live. Ils tweetent en live avec tous les gens qui sont devant leur télé ou tous les gens qui sont fans chez eux partout en France. Et ça, on a fait le premier en février 2012. Depuis, on en a fait 14 et on va faire un ce soir, un demain, donc on va être à 16. Ça a extrêmement bien marché dès la première fois. Et pour une raison simple, c'est qu'on a vu à quel point ça prenait, à quel point l'ambiance était bonne. C'est-à-dire que les images qu'on vous a montrées là, de gens qui disent « on est chez nous », bon, non seulement il est toulousain et Toulouse gagnait, donc il était très chez lui, mais au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est que les gens se sentent chez eux au Stade de France et que venir au Stade de France pour participer à un événement, ce soit un moment de fête. Et tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux contribue à ça. Alors aujourd'hui, quand on fait un événement, on a à peu près, entre le moment de l'événement, juste avant, juste après, 15 000 tweets. Sur 14 événements, on a été 10 fois dans les Trendy Topics. On en profite, bien sûr, pour générer du contenu, et ce contenu a été vu 850 000 fois sur YouTube. Donc tout ça, ça a pris beaucoup d'ampleur, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a un score cloud très bon. 150 millions de fois plutôt, ou 150 000 fois. 850 000 fois. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un très bon score cloud parce qu'on a créé en fait une communauté de fans extrêmement active qui utilisent le hashtag Stade de France dès qu'ils veulent parler de rugby ou de football. Alors l'engagement c'est super, enfin on comprend qu'en plus c'est top d'activer les supporters, les fans d'artistes musicaux, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Enfin il y a de l'exposition, mais est-ce que vous vendez des tickets? Est-ce que vous activez les fans aussi pour faire plus de business? Alors, on avait créé un petit code promotionnel pour voir combien ça vendait de billets, combien les tweeters achetaient de billets. Alors ça ne vend pas énormément de billets directement. On était à environ 1000 billets vendus avec cette opération. Sauf que ça nous fait exister sur les réseaux sociaux, ça nous a donné une visibilité globale qui a été estimée à 1 million d'euros. Tout ça sans achat média, évidemment.
On a acheté 37 €, on a dû pousser un post sur Facebook. On n'a rien acheté. Bien sûr, on ne paye pas les blogueurs. Bien sûr, tous les people qui viennent dans nos loges et qui nous aident à générer du contenu, on ne les paye pas pour venir. En fait, ils viennent parce qu'il y a une bonne ambiance. Donc tout ça, ça nous a permis de générer beaucoup de visibilité, c'est la première chose. Mine de rien, tout ça, ça fait encore mieux exister notre site internet qui vend à peu près 20% des places pour le Stade de France. Donc indirectement, ça a généré du ROI. Tout ça, ça nous a créé une communauté d'ambassadeurs de 400, 500 personnes très actives. Et mine de rien, cette communauté d'ambassadeurs, elle nous est très utile aujourd'hui. Et le dernier point, et c'est du ROI indirect, mais ça nous sert de vivier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de recruter des gens qu'on a connus via cette communauté de fans. Donc en fait, on est en train de les intégrer chez nous parce qu'ils sont déjà chez nous indirectement, tellement ils sont actifs et tellement ils défendent notre marque. Donc pas de ROI si je dois chiffrer le nombre de places, mais énormément de ROI généré de manière indirecte. Et ça rejoint un peu la présentation de nos amis tchèques qui me disaient « good ». C'est ce qui devait être bon signe, c'est que la première chose, c'est l'engagement. Donc, en fait, on est en train de générer un engagement très fort autour de la marque Stade de France. Et bien sûr, ça gère du ROI indirect et ça va générer du ROI direct. Bon, merci pour tous ces chiffres, parce que c'est vrai que c'est rare que les marques les partagent. Alors en plus, souvent, elles ont du mal à avoir du contenu. Vous avez peut-être le plus beau contenu du monde entre Madonna, Lady Gaga et toutes les rencontres que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, voilà, ça montre que des fois, il faut pas, c'est pas juste les solutions les plus compliquées. Par contre, c'est mettre un peu de cœur, prendre un peu de temps, puis faire ça sur la longueur aussi. Parce que c'est vrai que souvent, on fait une OP, alors que là, vous, maintenant, c'est quasiment à l'année, votre loge, cette action, puis une vraie relation qui est construite avec ces influents. Je dirais même qu'on en est qu'au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait ça. Demain, on veut bien sûr élargir notre communauté. On veut que cette vie digitale interagisse encore plus avec la vie du stade. Et Human Inside a beaucoup d'idées là-dessus, un peu folles pour certaines, mais on va y arriver. On voudrait réussir à faire tweeter toute l'arène et même un jour voir des tweets sur les écrans géants du stade. Donc on en est, c'est déjà très bien ce qu'on a fait, mais c'est que 10% de ce qu'on peut faire et de ce qu'on va faire. Bon, mais super. Alors, en parlant de chiffres, on me dit qu'on en est à 9237 tweets avec la mention #UpForum. Donc, si vous êtes très bon et que vous nous faites encore 63 posts d'ici la dernière session, profitant de l'intervention de Mats Carduner de 55, on passera les 10 000 tweets en 2 jours, ça sera énorme. Donc merci beaucoup au Stade de France et on termine en beauté. Alors moi je trouve ça vraiment important parce que finalement le dernier intervenant, ça boucle un peu la boucle. C'est comment on va rattacher les données digitales et social media en termes d'analytics à des logiques business. Et c'est un peu les ninjas de l'API, donc des connecteurs, voilà, on va dire, ils vont faire toute la tuyauterie, parce que c'est quand même pas si simple que ça quand on veut connecter des data hétérogènes et en live, etc., pour vous donner enfin quelque chose, on va dire, d'intelligible et d'activable. Donc finalement, c'est possible. Mats, je te laisse prendre la parole. Merci Emmanuel, c'est une introduction particulièrement sympathique, qui met pas mal de pression, parce qu'effectivement, la question que tout le monde se pose sur le social, c'est la question, effectivement, qui a très bien été résumée par nos amis tchèques sur « Show me the money ». Alors j'ai une petite présentation à vous montrer pour réfléchir un petit peu ensemble à l'analytics au service de cette mesure du ROI social. Donc 55 était une société effectivement qui se consacre à ça, pas qu'au social d'ailleurs, c'est un peu le point de ma présentation. Qui est une jeune société de 3 ans d'existence avec une 50aine de collaborateurs. Et 55, donc c'est fait une spécialité de l'analyse, de l'extraction, de l'analyse, de la représentation et de l'activation des données pour améliorer la performance des sites et leur mix média. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, vous avez quand même beaucoup de gens d'une certaine société dans l'équipe, non ? Et effectivement, c'est le cas. Ça commence avec un G. Hein. Donc, voilà, la question du social, donc c'est effectivement est-ce que ça marche. On rencontre beaucoup de clients qui nous demandent, parce qu'ils réfléchissent à leur mix média, à leur PNL, le social là-dedans, show me the money donc. Et c'est un sujet qui est évidemment d'actualité parce que rien que cette semaine, il y a eu deux choses intéressantes, je trouve. J'ai lu ce blog post d'un directeur marketing d'une très grande société de grande conso, qui a énormément de fanpages, enfin des fanpages pour ses marques et des dizaines de millions de fans à travers le monde,
appelons-le Guillaume D, il ne m'a pas autorisé à le citer, donc on va l'appeler Guillaume D, qui nous dit son inquiétude sur un concept important, c'est les fans inactifs. Inactive fans, I don't know if you managed to sort out that really big question, but this guy, ce directeur marketing, dit quand même des choses assez graves, pose des questions importantes. Il ne connaît pas les gens à qui il parle et il pense que pour une marque qui a des dizaines de millions de fans, ce n'est pas une bonne chose. Deuxième chose intéressante, c'est on a vu une étude Forrester qui est sortie au courant du mois, qui analyse en fait la conversion, enfin l'achat en ligne à travers les différents médias qui peuvent y contribuer et qui attribue au social 1% des ventes e-commerce en 2012. C'est un chiffre un petit peu abrupt qui pose beaucoup de questions de méthodologie, mais c'est un chiffre qui a le mérite d'interpeller pour cette session. 1% du e-commerce, on verra que c'est une question qui est complexe à adresser et que la méthodologie a son importance. Donc les trois messages que je voudrais vous faire passer sur l'analytics au service de cette réflexion sur le social, c'est les suivants. La première chose, c'est de ne pas regarder le social comme un silo, c'est-à-dire de ne pas comparer des fanpages à des fanpages, de ne pas comparer sa fanpage à des fanpages concurrentes, mais de les regarder dans un écosystème, de les comparer à travers différentes plateformes, différents assets, différents actifs digitaux, de manière à pouvoir tirer des segmentations qu'on peut comparer et de manière à pouvoir avoir une vue homogène en fait, de ce qui se passe, non seulement sur votre fanpage, non seulement sur votre plateforme sociale, mais à travers tout votre dispositif Internet. La deuxième chose, c'est regarder le social sur un site comme un signal d'engagement parmi d'autres. On n'a pas beaucoup parlé d'engagement. Et il y en a plein d'autres, et voir sa contribution en fait, à l'engagement dans la séquence, dans le cycle de vie d'un visiteur sur un site donné. Troisième chose, enfin, il faut réfléchir au social quand il vient directement, par exemple, d'une fanpage ou d'une plateforme, comme un canal d'acquisition, et donc réfléchir vraiment de manière très précise à sa véritable contribution dans la formation de l'acte d'achat ou de la conversion pouvant être une conversion e-commerce ou une conversion en termes de branding, de lead generation, etc., etc. Et là, on verra que les 1% de Forrester ne sont pas forcément bien calculés. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails de ces trois conseils rapidement. Vous voyez un dispositif digital qui est très classique ici, avec un site web, une app pour smartphone, une app qu'on trouve dans l'App Store par exemple, une app Facebook, et ensuite les plateformes, donc Facebook par exemple, YouTube, Twitter. Sur les trois premiers dispositifs, on est en mesure, avec du tracking analytics, de mesurer des choses très, très précises et de pouvoir classer finalement les visiteurs d'une certaine manière. Par exemple, ce qu'on appelle les visiteurs classiques, ce sont des gens qui ont juste vu des contenus associés au site ou aux différents premiers assets. Ceux qui sont des sympathisants, ce sont, on va dire, des gens qui ont interagi avec ces contenus, qui ont déclenché une vidéo par exemple, ou toute autre définition que vous voulez avoir de la notion de sympathisant. Et les ambassadeurs pourraient être par exemple ceux qui ont publié du contenu en dehors de votre site web, par exemple en utilisant les plugins sociaux ou en utilisant des jeux tels que la possibilité par exemple de faire un dessin et de l'imprimer chez soi. Donc ici on est dans une unité de tracking possible qui fait qu'on a déjà une sorte de classement et une sorte de segmentation. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut réussir maintenant à faire ce type de segmentation et ce type d'analyse sur les plateformes. Alors c'est beaucoup plus compliqué, mais chez 55, donc, on a développé des méthodos et des technos pour y arriver. Donc chez Facebook, on va se brancher sur leurs API pour avoir les mêmes notions de classiques sympathisants ambassadeurs. L'API peut nous donner des informations intéressantes. Elle ne nous donne évidemment pas toutes les informations, mais ça permet par exemple, dans la catégorie ambassadeur, de définir des gens qui sont particulièrement motivés parce qu'ils propagent les contenus et qu'ils utilisent tous les fameux plugins sociaux. Pour YouTube, l'API de YouTube nous donne également des informations et on peut là, par exemple, parler de view, donc je vois une vidéo. On peut parler de sympathisant quand quelqu'un va faire l'une des trois actions suivantes qui sont les plus communes, donc par exemple faire un commentaire, faire un like, un thumbs up, ou par exemple envoyer le lien à des amis. Et puis plus loin, dans la catégorie ambassadeur, on va dire, et encore une fois ça ne tient qu'à nous de définir ça, on va dire l'inscription à la chaîne YouTube
est particulièrement symptomatique d'un engagement très fort. Sur Twitter, c'est pareil. Le reach, on peut le calculer de manière dédupliquée, d'ailleurs, avec quelques astuces techno. Et ensuite, on peut, de la même façon, dire qu'un tweet, ou un retweet, pardon, c'est un symptôme ou un signal de sympathisant. Et par contre, un tweet avec un hashtag, ça va être un signal particulièrement fort pour un ambassadeur. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous avez une vue complète de votre dispositif social qu'on peut comparer de plateforme à plateforme et également avec vos assets owned, entre guillemets. Et on est dans des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent donner lieu à des tableaux de bord particulièrement éloquents. Le deuxième point, rapidement, donc le slide est moins sexy que les vidéos que vous avez vues tout à l'heure, mais là, il s'agit en fait de désiloiser complètement ce qui se passe sur un site en termes de profondeur d'engagement, qualité de la visite. Et ce qui est intéressant, encore une fois, là, imaginons que ce soit un dispositif qui est très classique, qui peut être un dispositif de e-commerçant, qui peut être un dispositif de site média, qui peut être un dispositif même de candidat à l'élection présidentielle. Vous avez un site, un mini-site pour annoncer une promo ou pour faire des actions plus spécifiques, et vous avez tout à droite donc des bases d'emailing que vous allez nourrir et comment dire, définir, segmenter en fonction de ça. Vous voyez que les catégories peuvent être particulièrement riches. On a sur l'engagement, on peut aller très loin. On va recueillir tous les signaux site-centriques et évidemment la partie sociale va rentrer dans ce paradigme à un moment de l'histoire. On va dire, par exemple, tous ceux qui ont propagé des contenus, utilisé les plugins sociaux, sont des gens qui vont faire passer le visiteur de la catégorie membre, par exemple, à la catégorie sympathisant. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin, activiste, ambassadeur, super ambassadeur, en fonction, encore une fois, de signaux qu'on recueille sur le site grâce à l'analytics et grâce à des méthodologies très éprouvées. Et puis vous avez en bas également des clusters de segmentation qui peuvent vivre séparément. Là, on est sur les non-acheteurs ou les acheteurs tout court, les acheteurs fréquents. On peut aller très loin. Et ça, c'est une segmentation qui est exclusive de la première, mais qui, en la sommant avec la première, couvre l'ensemble des visites sur votre site. Mon point sur ce slide, c'est de dire ne regardez pas donc le social sur un site comme un signal ou un phénomène isolé. Regardez-le comme un signal parmi d'autres et évaluez son rôle en fait dans la montée en engagement de vos visiteurs de manière à avoir des stratégies marketing qui vous feront passer d'un segment à l'autre. Et pour ça, il faut des mesures qui sont un peu précises, où par exemple, quand une personne revient, on la reconnaît de manière à ce qu'elle ne soit pas rétrogradée dans une autre catégorie. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, site-centric, où le social est un point important, mais doit se voir par rapport à d'autres choses. Dernier point sur la partie ROI social, je pense que c'est la partie qu'on pourrait qualifier média. Donc le trafic qui vient sur votre site en provenance des plateformes sociales, on peut le traquer. Et il fait partie d'un chemin complexe de conversion. Vous connaissez tous, en tant que responsable marketing, la complexité des chemins de conversion, le nombre de touchpoints, la longueur des cycles. Et dans cet exemple-là, vous voyez que le social arrive à un certain point et que dans la logique du marché d'aujourd'hui, qui est la logique de la mesure en dernier clic, un Google Analytics va vous attribuer dans cet exemple-là au SEO marque la paternité complète de la transaction ou de la conversion ou de l'acte d'engagement. Le SEM lambda va lui-même revendiquer 100% de la conversion si il est intervenu sur de l'AdWords au niveau de la marque, etc., etc. Toute la logique ici, ça va être de considérer le social avec des technologies soit standards qu'on peut trouver dans des outils comme Google Analytics, soit plus compliquées à base d'algorithmes et à base de modèles polyattributifs, monoattributifs, algorithmiques. Je vous passe les détails. C'est de pouvoir recalculer. Si vous voulez un rendez-vous pour savoir c'est quoi un modèle, c'est pour un voir si vous algorithme suivez polyattributif. vu l'heure de la journée, mais c'est très important parce que ça permet en fait de recalculer le ROI de chaque canal, de lui donner une valeur et de repenser tout votre mix média à l'aune d'une véritable contribution. Et là, dans cet exemple un petit peu factice, vous voyez que le social, la provenance sociale contribuant à la conversion, avec tous les enregistrements qu'on fait, les analyses prédictives et les modèles qu'on applique, n'est pas de 1% comme le suggérait Forrester, mais peut être de beaucoup plus.
Donc ce là, point est très c'est un important. peu le rêve du marketeur quand même. Tu étais en train enfin de nous dire, on va pouvoir savoir quand je dépense en référencement, social et tout, où je dois mettre mon budget et qu'est-ce que ça m'a donné derrière. Exactement. Enfin, en tout cas, l'analytics et la collecte et l'analyse des données permet d'avoir une intelligence beaucoup plus forte sur le mix média et d'investir à bon escient et d'investir surtout en ayant le regard sur l'intégralité du spectre, l'ensemble des visites, tous médias confondus, payants, gratuits, également de prendre en compte la profondeur de la visite et sa qualité. Et ça va, les agences médias, elles crisent pas trop Alors, les agences médias, en fait, ça pose une vraie question, effectivement, parce que le modèle des agences médias est plus de pousser le média qui rapporte le plus par construction économique. Et bien entendu, elles sont préoccupées par ce genre de sujet, elles y apportent des réponses, mais c'est très compliqué d'un point de vue technologique. Il faut à la fois des investissements en matériel, en infrastructure et en intelligence logicielle. On utilise beaucoup de logiciels comme Tableau, R ou SAS, mais ça nécessite également des gens qui ont des compétences très particulières. Et ça, c'est un sujet qui est très vaste et qui pourrait occuper toute une après-midi. En conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il y a vraiment 3 grandes leçons issues de l'analytics au service du ROI social. La première, c'est tout simplement, il ne faut pas juste écouter vos conversations, les comparer entre elles. Il ne faut pas considérer ces activités sociales comme des choses séparées. Il faut les remettre dans un ensemble d'actifs Internet que vous pouvez mesurer. Donc l'importance du contexte, finalement. L'importance du contexte et de l'ensemble de votre dispositif pour ne pas regarder des choses qui sont isolées et surtout comparer des choses comparables, des pommes à des pommes, en ayant donc un tracking approprié et des méthodologies très rigoureuses. La deuxième chose, il faut regarder l'ensemble des signaux d'engagement. Il faut vraiment considérer le parcours sur un site comme une somme d'interactions et l'interaction sur le social fait partie de plein de signaux et donc tenter de segmenter votre audience et de la faire monter en gamme dans l'engagement. Et la dernière chose, c'est vraiment reconnaître ou calculer de manière rigoureuse la vraie contribution de votre social en termes d'impact sur la conversion, quel que soit l'objectif de conversion. Encore une fois, ça peut être du branding, ça peut être tout à fait autre chose que du e-commerce, en pratiquant en fait des modèles d'attribution ou de contribution qui sont exhaustifs, qui sont intelligents. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que si on se réfère à la nomenclature classique du social, à savoir le paid, owned et earned, en quelque sorte le paid, donc c'est l'ensemble de vos canaux médias, online et offline. Donc sur le paid, vous avez les manettes, entre guillemets. Des sociétés comme 55 peuvent vous aider vraiment à calculer de manière très précise la contribution de chaque média à vos objectifs business. Sur la partie owned, donc, ce qui sont en fait les sites que vous maîtrisez, les fanpages, vos propres sites, les mini-sites, etc., les blogs, là également l'analytics vous apporte énormément de clés pour bien comprendre ce qui se passe. Et sur la partie earned, donc tout ce qui est propagation du buzz, activité sociale hors de votre site que personne ne contrôle. Par exemple sur Facebook, on a des idées du reach, mais ce sont des données qui sont à la fois inaccessibles par des sociétés comme les nôtres ou qui sont en tout cas agrégées et non individualisées. Et donc sur la partie earned, vous devez évidemment avoir des activités extrêmement sophistiquées avec des sociétés telles que Social Bakers, mais il faut les replacer dans un contexte plus large qui est les 2 autres pans que j'ai évoqués. Voilà, c'était un peu ma vision sur le ROI social via l'analytics. Alors concrètement, aujourd'hui, vous travaillez avec pas mal d'entreprises. Donc typiquement, ce type d'intégration va pouvoir monter un tableau de bord. Donc en plus, a priori, où tu peux avoir du reporting à la limite par sous-marque, par région, etc. Ça s'adresse à qui quand même? C'est pas la PME du quartier, j'imagine. Ça concerne en fait tout type de société qui a, pour laquelle le canal Internet est un canal stratégique de distribution, de vente, d'engagement, d'interaction. Donc par définition, ça concerne des sociétés qui effectivement ont des moyens moteurs importants. Non pas que les dashboards soient des choses chères, je pense même que c'est de plus en plus accessible, mais il faut compter des budgets effectivement non neutres parce qu'il y a de la techno, il y a également beaucoup de compétences intellectuelles du conseil qui permet vraiment d'avoir cette vision globale.
Bon, merci Matt. On va en profiter pour finir avec quelques questions. Alors malheureusement, on va dire pendant ces 2 jours, on n'a pas toujours eu le temps. Alors on va profiter qu'il y a encore quelques gens qui sont restés là jusqu'au bout. Il y a peut-être quelques questions dans la salle. On va profiter. On a 3, même 4 super experts. We got 4 top experts. So maybe we have some questions from the room. Surtout que c'est le dernier panel, donc allez-y. Soit ça y est, on a endormi tout le monde, soit on a répondu à toutes les questions. Personne, profitez-en, là, ils ne font pas payer, donc c'est le moment de leur poser les questions. Non. Je vois que le tracking de 55 est flippant en matière de conversion. Donc, got one question for you, Jan. I am working in a social media monitoring company, so I was just wondering, all the KPIs you define, they're all based on stats only. What do you think about mixing that with, a proper content analysis in order to, have a better view on real engagement? I think it's a good point. We recommend more and more to do content analysis. I think that's stage 2 or 3 of the whole social media mix. We've seen that companies do that more and more, and I would definitely recommend it. There are many social listening companies out there that, tools that offer social listening, and they also claim that they can do sentiment analysis. I believe the only way to do sentiment analysis 100% is manually. There is no current proper engine that could really give you a full view on your sentiment in all languages, especially because people in social media really like to use different things like being ironic and satirical doing satirical jokes and stuff like that. So it's definitely do a content analysis, and I would encourage that to everybody, but typically that's the further along down the road. And our tools allow that, by the way. Donc c'est un peu la difficulté finalement où on commence à avoir des outils de buzz monitoring d'un côté, des outils de social analytics de l'autre, et finalement on a un client au milieu et il va falloir mettre tout le monde d'accord. Alors au Stade de France, justement, vous avez des outils, vous avez des plateformes, vous avez des dashboards, vous utilisez Excel, vous faites ça à la main. Comment vous suivez un peu pour savoir si ça s'améliore d'une fois sur l'autre? Comment vous identifiez les influenceurs? Comment vous mesurez le nombre de retweets? Alors on a très peu d'outils, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, monsieur. Je ne suis pas sûr que ce soit dans nos moyens à court terme. Non, nous, on a très peu d'outils, c'est très artisanal. C'est beaucoup de mesures des informations de base qui, elles, sont facilement accessibles. Et derrière, beaucoup d'intuition, beaucoup d'envie de continuer à développer notre outil et notre communauté. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas tous ces outils d'analyse et on n'est pas encore dans la phase où on pourrait financer ces outils d'analyse par notre activité. Parce qu'on pense à quelques exemples aux États-Unis où Facebook, par exemple, a fait un système de réservation où quand on réserve une place, alors je ne sais plus dans quel stade là-bas, on peut savoir si on a des amis et où ils sont installés déjà pour essayer de réserver les places derrière. Bon, j'imagine pas trop la logistique derrière pour gérer ça avec le système de ticketing, etc. Mais bon, on attend les chaises qui permettront de retweeter directement les sièges au stade, directement dans le stade. Mais d'ailleurs, dans le stade, on s'aperçoit qu'on ne voit plus de briques. Mais j'étais encore à un concert chez vous il n'y a pas très longtemps pour Madonna et on voyait tout le monde avec ses iPhones ou avec ses smartphones en train de prendre des photos, des vidéos, de partager un peu ce moment-là avec leurs amis. Donc vous êtes déjà de toute façon connectés quoi qu'il arrive par les gens qui sont présents. Alors il y a une année ou deux, on était très peu checkés, on était dans les lieux checkés, on était après la 50e place. Aujourd'hui, on est le 6e lieu checké en France, bien sûr après la Tour Eiffel, avant l'aéroport de Roissy. Donc oui, on commence à exister de plus en plus et tout ce qu'on fait va vraiment dans ce sens-là. Et on a un potentiel d'action extrêmement important, puisque quand vous parliez de Madonna ou des briquets, effectivement, les gens veulent vivre l'événement et veulent de plus en plus le partager. Donc, on a tout un travail à faire pour leur permettre de partager de plus en plus l'événement dans le stade, en plus de le vivre. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir avoir la double expérience. Donc, c'est des sujets de connectivité importants et lourds sur lesquels on travaille.
Bon, donc les choses avancent et du coup, on vous avait parlé de Facebook, de YouTube, Foursquare, vous regardez un tout petit peu ou si on fait 10 check-in avec des amis au Stade de France, vous nous offrez la place? Pas encore? Pas encore parce qu'on n'offre pas beaucoup de place. Mais oui, enfin, nous, on est en train de monter un truc qui aujourd'hui nous a un petit peu dépassé parce que honnêtement, quand on a commencé, on est une PME, on commençait pour voir, pour tenter. Aujourd'hui, on a trouvé une opération, une façon de se comporter sur les réseaux sociaux qui fonctionne bien et qui nous permet de tirer le fil de quelque chose de plus important. Donc on est en train de se structurer et c'est pour ça que je disais on a trouvé un vivier RH dans cette communauté parce qu'on est en train de se structurer avec des gens qui viennent de cette communauté pour commencer à développer notre toile encore plus, même si aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est déjà une marque extrêmement présente. D'accord. So, about Social Baker, you're analyzing so many, I would say, pages, and now you're starting benchmarking different industries, which I think, as you were saying before, there is not maybe one best page, but it depends by industry. So, what are the top industries you see that are the most successful and innovative, and what are the ones that are lagging a bit behind? What do you think? You know, we've analyzed the trend of companies that are both engaging and what we call socially devoted, which is doing great social customer care. And definitely the top three that stand out in both of those categories are airlines, telecom companies, and I would say retail is really high on that list. D'accord, donc le retail, les compagnies aériennes, and so what was the third one, sorry? Retail and retail, telecom, so mobile operators and airlines. And airlines have a particularly good position because, of course, not only are they an airline, but they're a carrier, but they're carrying you somewhere. So they can really use that emotion about you traveling and kind of spin pictures on you of different destination and have a very, very high aspirational factor in social media. And people are aspirational very much and love pictures of different crazy destinations that a certain airliner might go to. So it makes sense for them. And what are the worst one? Who is a bit behind or will need to do something about Facebook? Well, before I get to the worst one, I'd just like to add that the main reason why we started doing benchmarking is because every industry acts differently on Facebook, and it's all about the metrics or the KPIs that you set to yourself. For example, FMCGs are really big in terms of fan growth, but they don't communicate that much. On the other hand, telcos are not that big in terms of fan growth, but their activity on page is huge. So I wouldn't say it's about which act the best or the worst, but it's about the KPIs that each industry has and how different they are in their performance. And a last, I would say, way of measuring stuff is location. And I think you are a very international company now. And I think too many times we are focused because of TechCrunch or Mashable on the US market, and we always think they are in advance and everything. So now that you have data on all those countries, what are the surprising countries in terms of activity on Facebook? Where do you think we should look to in terms of engagement? Perfect. I'd actually follow on what Yuri said and continue with what you said. Local markets are very different, you're right. And that's why we also decided to launch a product that analyzes countries rather than just analyzing the pages, because we believe that scaled research can be done in social media. So you can look at one country versus another country and look at trends. For example, we've seen that in India, people... there are 4 times more men that like beauty products than in any other country in the world, because they just they really like L'Oreal sells the hell out of men products because they like making their skin whiter, darker, I don't know specifically, but I think lighter. But it's really, really popular there, and you wouldn't kind of say, but you can see that from the numbers and the trends that you're analyzing. And of course, looking at the local trends, not only going to the check-ins place, which is very, very an interesting game, and we analyzed 2 million places on Facebook, really, really good data of sort of where people check in. But at the same time, you really have to be local, and you're right, often the big media, Mashable, TechCrunch, very much forget that
there's anything else than, you know, US and rest of world. We are actually countries here in Europe. You know, we have different languages, different cultures, different things, and we like different things. So it's important. Okay, but about specific, like any surprising city, I think at the time you told like Bangkok was like super high in terms of engagement, or? I think that, you know, some of the things that we've been showing for France are of course obvious, right? I mean, people like luxury goods, okay, it's obvious, but you kind of see it from people like fashion more, people like iPhones more. Those are some of the more obvious. I think that from a surprises perspective, I think that the mobile aspect really surprises me. Like some countries or cities do mobile Facebook so much more than others. If you look at even Germany, France, there's big differences around not only mobile, but what they access it from. So in Germany, it's twice as many Android phones as iPhones in France. So it's very, very different data, very, very different usage patterns. And a last question, what about mobile? Because we saw that on Facebook, which is a problem right now to monetize it, that they have nearly 50% of their users accessing mobiles. Matt, in your connection of all those API, do you track mobile too? Yes, absolutely. We can see mobile, of course, and we consider mobile as I said, as one part of the ecosystem of your web strategy. It's one of the digital assets that you have and that you need to consider in comparison with others. But definitely this is big, because I think the last statistics we had on Facebook was that 60% of their 1 billion users were mobile. Okay, so thanks a lot, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir attendu jusqu'ici, parce que ça faisait effectivement 2 très grandes journées pour faire ce panorama. Vincent va me rejoindre, c'était absolument voilà, ce que donc on a chez récupéré Vincent Ducré qui va clôturer donc ce Hub Forum. Et on peut, je crois, applaudir toute l'équipe du Hub Forum qui est en coulisses, qui s'est démenée pour que tout ça soit calé, même avec un petit peu de retard, mais quand même globalement parfaitement. Merci Vincent de m'avoir fait confiance une nouvelle fois. Et écoutez, puis, voilà, on est très heureux de conclure ces 2 journées ensemble, très riches. 1000 personnes venues sur 2 jours, 10 000 tweets, 2000 photos, une trend topics pendant 2 jours. Merci à tous. Voilà, puis merci quand même aux sponsors, aux speakers, à Eric qui était là, aux équipes du Hub Forum que vous avez tous dû voir à gauche, à droite, Perle, Thomas, François, Sam derrière à la régie, parce qu'il y avait quand même du boulot, puis tous les médias qui sont venus, les blogueurs, les partenaires, enfin je pense que, j'espère que j'en oublie pas trop, mais en tout cas il y avait aussi beaucoup de monde qui nous ont beaucoup aidés pour faire ces 2 jours quelque chose d'assez interactif avec vous. Donc merci à tous. Voilà. Et Eric, que je veux vraiment remercier, parce que animé pendant 2 jours, plus de 70 intervenants. Tu as un nouveau projet, vas-y, en 2 minutes. Ah bah, je fais un peu de oui. Je lance aujourd'hui Web Series Factory, une boîte production spécialisée en production de web-séries pour les marques. Voilà. Et puis on ne serait jamais là sans HEC, Orange, Microsoft, webseriefactory.fr. Voilà. Neolan. Le site est en ligne depuis 5 minutes. Ça marche. Tous nos partenaires que je veux citer, Oracle, TF1, Le Figaro, Just Paradise, Laser, Viadeo et Hopscotch, leur super RP avec qui on a beaucoup bossé. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous au Brésil au printemps 2013. Merci beaucoup.